Le 11 septembre 2001, le groupe terroriste Al-Qaïda s'attaquait à 4 objectifs symboliques aux États-Unis, dont les tours du World Trade Center de New York. 2 jours plus tôt, 2 faux journalistes membres d'Al-Qaïda assassinaient le commandant Massoud, un des plus grands résistants, le symbole de l'indépendance de l'Afghanistan. Cette image de symbole, Ahmad Shah Massoud, chef de guerre de la vallée du Panjshir, la doit principalement à Christophe de Ponfilly, un jeune réalisateur de documentaires français. Il s'est rendu 10 fois en 20 ans en Afghanistan. Il en rapporta autant de documentaires essentiellement axés sur Massoud. Ainsi se créa la légende du lion du Panjshir. Un des compères de Ponfilly durant cette épopée était Bertrand Gallet, un journaliste, historien de formation. Tous deux recevront le prix Albert Londres en 1984 pour le film Les combattants de l'insolence. C'est Jérôme Bonny qui a découvert le commandant Massoud, qui lui-même a été découvert par une femme extraordinaire qui est le docteur Laurence Lomonier, qui était une femme médecin de l'aide médicale internationale, qui était une amie personnelle de Massoud. C'est là où j'ai rencontré Christophe de Ponfilly et Jérôme Bonny, son coéquipier. Et donc, eux étaient comme moi 1 an et demi avant à chercher comment aller en Afghanistan. Ils avaient leur petite caméra Super 8, ils avaient pris des vacances pour aller 5 semaines en Afghanistan. Et ils m'ont ému. Ce sont 2 journalistes qui m'ont ému parce qu'ils avaient l'air de vouloir faire quelque chose d'intéressant. Et ensuite, Jérôme et Christophe ont monté le premier film, Une vallée contre un empire. Il y a un plan qui m'a extraordinairement marqué, qui est un plan de cavaliers en train de traverser la rivière Panjshir avec un effet de lumière impressionnant. Et c'est ça qui a été l'élément déclenchant de dire il faut aller là-bas, il faut traverser les rivières à cheval, il faut aller voir ces gens qui se battent. Une vallée contre un empire, c'est comme un petit trésor pour moi et pour Jérôme Bonny qui a réalisé ce film avec moi. Parce que c'est un moment où nous sommes entrés clandestinement en Afghanistan, c'était en juillet 1981, parce qu'il nous semblait important de parler des Afghans aux Français et aux Occidentaux, de faire savoir qui étaient les Afghans qui tenaient tête à l'armée soviétique. Ça a été le premier film fait sur Massoud et la résistance, et tout d'un coup cette résistance afghane se mettait à avoir un visage. À la télévision, tous les news étaient faits en 16 mm. Le Super 8 était proscrit. Or, nous l'avions vendu en vidéo professionnelle et en faisant croire que nous l'avions tourné en 16 mm. Donc en fait, moi, je suis rentré clandestinement à la fois en Afghanistan et à la fois clandestinement dans le métier du journalisme. En 2000, Jean-Michel Boucheron, homme politique, fait partie d'une délégation de parlementaires auprès de Massoud, une mission organisée par Bertrand Gallet et Christophe de Ponfilly. Christophe de Ponfilly était un homme de très grand talent. Il y avait beaucoup d'émotion dans sa façon de montrer son amour pour l'Afghanistan. Et je dirais aussi d'une certaine manière son amour pour Massoud, hein, parce qu'il avait pour Massoud une vénération absolue, ce que je comprends, parce que Massoud était très charismatique, mais ajouter le charisme de Massoud à l'hypersensibilité de Christophe de Ponfilly, et vous avez un résultat qui est magnifique. C'est là où tout le monde a pris connaissance de Massoud, et c'est à la suite de ça que le mythe a été créé en fait. Christophe de Ponfilly est l'auteur de la majorité des magnifiques extraits de films composant ce documentaire. Ces documents édifiants apportent un éclairage totalement inédit sur Massoud, mais aussi sur son biographe le plus inspiré, Ponfilly lui-même. Le 27 décembre 1979, l'armée soviétique envahit l'Afghanistan.
Au nord-est, dans la vallée du Panjshir, Ahmad Shah Massoud prend la tête de la résistance. Nos Moudjahid, tous sont très courageux. Ils sont complets, comme on dit en français, complets. Ils sont prêts? Ils sont prêts pour commencer la guerre, pour continuer la guerre. Il s'est improvisé chef de guerre, il s'est improvisé chef de résistance en réalité, parce qu'il y avait ce problème d'occupation de son pays par les Russes. Reza, photographe iranien, est un ancien opposant au Shah. Il était extrêmement proche de Massoud, dont il partageait la culture et les convictions démocratiques. Et le plus important, c'était on aimait tous les deux jouer aux échecs. Et c'était ces jeux d'échecs aussi qui a emmené cette complicité qu'on a passé des jours et des jours dans le montagne, en plein de courir, là, dès qu'on avait la possibilité de mettre le petit jeu d'échecs et jouer ça. Mike Berry voyage depuis son adolescence en Afghanistan. Il se lia d'amitié avec Christophe de Ponfilly et Massoud, dont il parlait couramment la langue. Je suis allé en Afghanistan à l'âge de 15 ans, pour mon anniversaire de 15 ans, en 1963. Et donc je me suis juré de parcourir ces paysages comme ça, à pied, ou comme ça. Aujourd'hui, Mike Berry est professeur à Princeton, spécialiste du Moyen-Orient. Il est évident que les Français sont toujours profondément flattés par l'existence de la francophonie. Et un héros qui parle le français en devient encore plus héroïsé. Les Français des années 80 ont voulu voir dans la résistance afghane contre les soviétiques l'héroïsme d'une résistance française contre les nazis qui aurait dû exister dans les années 40. Et ce Massoud qui parlait français et qui, avec cet héroïsme évident, résistait à l'emprise soviétique, semblait devenir un héros d'adoption français. Je dis clairement que nous n'avons pas de relation directe ou indirecte avec les Américains. Et aux dernières attaques, aucun n'a pas aidé moi. Massoud est très vite devenu une légende. Certains n'hésitaient pas à voir en lui une sorte de Superman ou de Rambo. Pourtant, Massoud est l'anti-héros par excellence. Ses préoccupations sont la population du Panjshir, la défense de ses hommes et la traque de l'ennemi. Massoud a essayé de mettre une discipline au travers de ses moudjahidines. Ça a été un des premiers à essayer de structurer, à essayer d'organiser ses groupes, à mettre un côté militaire dans l'organisation de sa vallée, à essayer aussi de protéger ses civils. Donc ça a été un organisateur et en même temps un grand politique, c'est-à-dire qu'à certains moments il a su trouver des soutiens, il avait besoin d'armement, donc il a essayé en même temps de créer une union dans le Nord dans un premier temps et puis à certains moments il essayera de l'élargir à plus loin dans l'Afghanistan. Philippe Gauthier fit partie des 1000 Français membres d'ONG qui, dès le début des années 80, soutinrent la cause afghane. Il était très proche de Christophe de Ponfilly. Je ne sais pas s'il y croyait en termes militaires, mais il y croyait en termes de justice. Il était persuadé que la cause qu'il défendait, qui était la nôtre, était une cause juste. Il était persuadé que la justice ne pouvait pas perdre. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait aussi s'organiser, il fallait aussi répondre matériellement à une situation imposée. Je crois que cette dimension spirituelle est une capacité humaine d'organisation qui a fait en sorte que nous avons réussi. Homayoun Tandar est un ancien du lycée français de Kaboul.
Il rejoint le maquis de Massoud dès 1985. Il est aujourd'hui ambassadeur d'Afghanistan auprès de la communauté européenne et de l'OTAN. باید بگم که پدرم هم از پنجشیر بود و مادرم هم از پنجشیر بود. پدر ما و پدر کلان ما از کلانهای پنجشیر بود، از خانهای خوانین پنجشیر بودند. اما خود فامیل ما در پنجشیر بسیار کم زندگی کردیم. پدر احمد شاه مسعود صاحب منصب عسکری بود در اردوی افغانستان تا به رتبه دگروالی که ما کلنل میگن رسید و بعد از او تقاعد کرد. وقتی که پدرم از هرات تبدیل شد به کابل، همونجا تصمیم به گرفتن که باید به لیست استقلال ما را شامل کنن. ای که چرا تصمیم گرفت پدرم من نمیفهم. Étienne Gilles a été professeur de mathématiques au lycée français de Kaboul de 69 à 78. Il est le fondateur et l'actuel président de l'ONG Amitié franco-afghane. Je n'ai pas eu d'élève qui s'appelait Massoud, j'avais un élève qui s'appelait Ahmed Shah. Et Massoud, en fait, c'est le nom de famille. Et avec nos élèves, nous n'utilisions pas les noms de famille. Et c'est progressivement que j'ai pris conscience que le Massoud dont on parlait, c'était Ahmed Shah. Et Ahmed Shah, j'ai le souvenir d'un élève qui était au milieu de la classe, plutôt vers le fond. Il avait un camarade, ils étaient tous les deux très discrets. Et quand on interroge leurs camarades de classe, les camarades non plus n'ont pas un grand souvenir de Massoud, ni en positif ni en négatif. C'était un homme qui ne faisait pas d'histoire, qui était discret et qui était sympathique, mais qui ne m'a pas marqué. T'as vu que t'as pas le même ton hein, lorsque je filme. Hein. Oui, oui. C'est plus sérieux. Hein. Ouais. Mehraboudine Mastan, natif du Panjshir, est lui aussi un ancien élève du lycée français. Massoud le nomma d'abord interprète de Laurence L'aumônier et il devint ensuite le contact de tous les Français qui rendaient visite à Massoud et l'interprète de tous les films de Christophe de Ponfilly. Éclaircissement à l'avenir. Moi j'ai connu Massoud début 81. Il avait une nature de chef déjà quand il était jeune enfant à Kaboul. Par exemple, dans son quartier où il habitait, il avait tout un groupe de jeunes gens, 10-15 ans, autour de lui. Et c'est lui qui dirigeait le groupe pour aller à une compétition de football. Ou, par exemple, un jeune autre garçon qui avait fait quelque chose de mal vis-à-vis d'un garçon. Et donc, lui allait se venger en quelque sorte contre le malfaiteur. Donc, il avait une nature de chef déjà à l'âge de 10-15 ans déjà. Ses deux références, c'était les mémoires de guerre du général de Gaulle et les écrits militaires de Mao Tse-tung, qu'il avait réellement lu en persan et dont il adorait discuter. Les rapports entre la tactique et la stratégie, la mobilité. Et c'était un extraordinaire stratège, un grand tacticien. Si on a nous expliquait les batailles avec un bâton dans le sable, avec... C'était tout à fait passionnant. L'objectif, dans un premier temps que nous avons, c'est de prendre toute cette zone qu'on appellerait la zone verte. Donc, dans un premier temps, on n'avance pas vers la route. Donc, nous voulons récupérer tout ce terrain vert. Une fois qu'on a cette zone, on peut couper par l'arrière l'ennemi, de ce côté-là et par ce côté au sud. Et après, lancer la grande offensive. Un vrai chef de guerre
avec peu de moyens, beaucoup de génie pour récupérer du matériel, des armes soviétiques laissées sur place et cassées. Une mitrailleuse d'Achaka, un lance-roquettes récupéré sur une épave d'hélicoptère. Les armes utilisées par Massoud étaient essentiellement des prises soviétiques. Seuls 20% de son armement lui parvenait de l'étranger par caravane. Ce canon léger récupéré sur l'ennemi fonctionne même sans son percuteur d'origine. La majeure partie de son temps, c'était de la négociation. Pour rassembler les Afghans, ce qui, comme chacun sait, est la chose la plus difficile du monde. Pour mobiliser, pour armer, et puis à l'afghane, c'est-à-dire ça prend beaucoup de temps, on s'assoit autour du thé et on passe une journée, 2 journées à palabrer, à discuter, on construit des alliances qui se défont 3 jours après, qu'on refait. C'est un jeu très complexe, un jeu d'alliance et de renversement d'alliance permanent, donc les amis d'aujourd'hui sont les adversaires de demain. Donc faut pas créer des vendettas, il faut ménager tout le monde. Et Massoud était passé maître dans ce jeu qui est le jeu afghan par excellence. Ce qui nous fait penser à beaucoup que s'il était aujourd'hui aux manettes en Afghanistan, ça ne se passerait pas comme ça. Donc. Le discours de Massoud apparaît immédiatement comme un discours d'une grande modernité, tout en respectant et en intégrant l'islam. در تکامل شخصیت احمد شاه مسعود بگو اخلاق اسلامی بسیار نقش مهم داشت. احمد شاه مسعود یک مسلمان افراطی نبود، یک مسلمان معتدل بود. قامت شروع میکنه در برابر تجاوز روس، طبعا که مسلمان بودن از او بسیار نقش مهم داره. Tout porte à croire qu'il était démocrate, effectivement. Tout porte à croire qu'il voulait emmener son pays dans le sens de la démocratie. حالا ما دیگه به جرأت گفته میتونم که انشالله به زودی شما شاهد خواهد بودین که حکومت بر همه قسمت های افغانستان تسلط خود محکم خواهد ساخت، صلح و امنیت در افغانستان تامین خواهد شد و جلو مداخلات بیرونی و عمالشان در داخل به شکلی که لازم باشه گرفته خواهد شد. En 82, il disait et les femmes voteront. Il faudra des élections, et il rajoutait toujours, et les femmes voteront. Et ce n'était pas pour me faire plaisir, parce qu'il avait une femme en face de lui, une femme occidentale. Il y croyait très sincèrement que les femmes avaient leur rôle en Afghanistan. Lui, c'était un vrai politique, c'est une figure même de l'islam. Son modèle, c'était Saladin, je veux dire, c'est le grand chef, quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui est capable de fédérer, qui de pardonner, de comprendre. C'était vraiment... D'ailleurs, il était perçu comme ça par les Afghans, y compris Pashtun. Il était pour une fois, il y avait en Afghanistan quelqu'un qui était capable de surplomber ces questions ethniques qui sont le poison de l'Afghanistan, et qui sont savamment entretenus, notamment par les Pakistanais et par tous les gens qui veulent affaiblir l'Afghanistan. J'avais en face de moi un homme, je dirais plutôt un homme de culture, plutôt un poète qu'un chef de guerre. شب است و چشم ما همه چو چشم انتظارها. فهمیدین؟ تو معنای چی فهم ملاسه؟ Je me souviens, une fois où on était ensemble dans la vallée de Panjshir, il y avait une offensive soviétique. Il a regardé le ciel, il a dit « Ah, le ciel est beaucoup trop étroit ici. Il me faut plus d'espace, plus de la vision. » L'Afghanistan moderne
est né au XIXe siècle du conflit entre les empires russes et anglais. Il est devenu un État tampon entre ces deux géants, comme le fut la Thaïlande entre l'Inde anglaise et l'Indochine française. Coupé des routes commerciales sans façade maritime, l'Afghanistan est un pays peuplé de paysans pauvres mais toujours armés, ce que Michael Berry appelle une civilisation de la pauvreté guerrière. Voilà l'Afghanistan, un pays étrange, hors du temps, fascinant, mais austère. Un pays de 650 000 km², habité d'un peuple rude, farouchement attaché à sa liberté, un des rares pays au monde à n'avoir pas été colonisé. Un pays, mais pas vraiment une nation, tant sont divers les éléments qui le composent. Plusieurs langues parlées par une population mosaïque faite de multiples ethnies. Pashtun, Tadjik, Turkmène, Ouzbek, Hazara, Kirghiz, Aïmak et bien d'autres encore. Comme tous les Français, tous les étrangers qui vont en Afghanistan, on est fasciné et surtout par la qualité de l'hospitalité afghane, cet accueil très spontané des gens les plus humbles qui vous offrent très facilement quelque chose comme nourriture ou comme abri. Moi, j'étais très intéressé par le côté historique. Ce qui était en train de se jouer en Afghanistan, qui était un peu le point de mire de toute la politique Est-Ouest, etc. Mais l'Afghanistan lui-même, avec tout ce que ça représentait comme imaginaire, comme aventure, comme paysage, on était très travaillé par cette question-là. Il y avait les cavaliers de Kessel aussi en arrière-plan, enfin on était très romanesque. Hein. Alors je crois qu'il y a une longue histoire entre la France, enfin je dirais plutôt les Français et l'Afghanistan. Donc tout ça a amené une relation extrêmement particulière. On a le gros lycée Istiklal français à Kaboul par lequel une grande partie de l'élite afghane est passée. Quand j'étais petit, par la volonté d'un de mes frères, qui était peut-être visionnaire, mais tout simplement au niveau de ma vie, qui m'a changé d'école en me disant le français va devenir la langue internationale. Ce n'est pas le cas, mais en tout cas j'ai appris le français. Au niveau géographique, quand on réfléchit très bien et qu'on voit ça, la France, vraiment, c'est le dernier pays dans le pays européen, comme ça, de la civilisation abrahamique, je dis. Hein, c'est la France, vraiment. Après, c'est autre chose. Évidemment, l'Espagne, ça prolonge, mais ça descend. Mais la France, pour moi, c'est l'extrémité. Quand je dis civilisation abrahamique, c'est judéo-chrétien ou musulman. Et de l'autre côté, vous arrivez à l'Afghanistan, c'est le dernier pays. Après l'Afghanistan, vous avez complètement une autre civilisation. Et c'est pourquoi cette pensée abrahamique toujours s'est arrêtée en Afghanistan. Elle n'a pas pu aller au-delà de là. Il y a eu près de 1000 Français qui sont passés pendant la guerre contre les Russes. Médecins, surtout médecins, journalistes très peu, parce qu'on n'était pas très nombreux. Mais humanitaires, à peu près 1000 Français sont passés, donc c'est important. Ouais. Alors il y a un côté aventureux, c'est le fameux crossboarding, un grand frisson quand on passait clandestinement la frontière et qu'on prenait tous les risques possibles imaginables. On se cachait des Pakistanais. On pouvait passer la frontière dans des conditions extrêmes, il fallait passer un col à, je sais pas, 4-5 000 mètres d'altitude, enfin, c'était assez brutal comme baptême. Le mythe du French Doctor, qui est un mythe qui a la peau dure, qui a assuré la carrière de Kouchner pendant très longtemps, naît vraiment en Afghanistan. Parce que toutes les conditions étaient requises, il fallait y aller seul,
être coupé de tout pendant des mois, vivre avec les moyens du bord, complètement dans la population, il n'y a pas de logistique, pas de téléphone, voilà. Donc c'était ce qu'il y avait de plus pur, on peut dire, dans le concept du médecin humanitaire solitaire, en plus physiquement dans des conditions difficiles, il fallait marcher pendant des mois, traverser des montagnes. C'est toute une histoire assez forte. Je crois que ce qui m'a intéressé, c'était le voyage et pratiquer de la médecine autrement. Je vous avoue que j'étais terrorisée par l'idée de la guerre. Et au moment de partir, j'étais mais terrifiée, en me disant mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, quoi? T'as rien à faire là-bas. Ils s'y attendaient pas et puis on leur a dit qu'on venait ici pour travailler pour 3 mois et qu'ensuite d'autres médecins viendraient et que nous on voulait bien travailler pour tout le monde, que ce soit pour la population civile ou pour les moudjahidines. Chaque jour de guerre apporte son lot de blessés. Ce moudjahid de 18 ans a été blessé par un éclat de roquette. Il est emmené dans l'hôpital de campagne que Laurence Lomonier et ses camarades médecins ont créé de toutes pièces, amenant la médecine là où il n'y avait rien. En 3 jours de temps, nous étions opérationnels dans un hôpital formidable. Tous nos médicaments étaient arrivés avec nous dans la caravane et nous avions à disposition 17 étudiants, mâles. Donc je suis retournée voir Massoud en lui demandant si on pouvait avoir des étudiantes. Le commandant Massoud, dans une première réflexe, il a dit « Vous savez, c'est très difficile pour moi de refaire une recommandation parce que je ne vois pas la réaction, je ne sais pas quelle sera la réaction de la population civile. Faites ce que vous voulez, à votre manière, et à un moment donné, si vous avez un problème, on verra comment trouver une solution. » Donc j'ai cherché dans le village, au bout de quelques semaines, j'ai demandé dans le village si... Et en fait, c'était très difficile. C'était très difficile parce que même si moi, je consultais dans une pièce à part les femmes, les filles du village avaient très peur d'être vues comme étant opérationnelles dans un endroit où il y avait d'autres hommes, etc. Et ça allait à l'encontre de leur... pour être bien vues par la suite, pour se marier, etc. Donc c'était vraiment trop compliqué. Par contre, les femmes m'ont demandé de leur donner des cours. Des cours très simples, des cours d'hygiène. Et ça s'est très bien passé. Et je crois que ça doit continuer. Et je crois qu'elles ne demandent que ça. Et donc j'ai commencé à faire des cours dans les villages auprès des femmes, qui avaient un succès formidable. Et forcément, j'étais là comme interprète. Donc je faisais la traduction des choses extrêmement sensibles, parce que dans la société afghane, on ne parle absolument pas. Un homme n'intervient pas dans la partie gynécologie, l'accouchement. Donc c'est un travail extrêmement difficile que j'ai dû assumer à ce moment-là. Les femmes étaient formidablement intéressées de comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire dans le cas de grande fièvre chez les nourrissons, etc. Et un jour, Massoud, qu'on voyait régulièrement, un jour, Massoud, on discute, voilà, et puis discrètement, avec un petit sourire aux lèvres, me dit « J'ai cru comprendre que vous donniez des cours auprès des femmes ». Alors j'étais un petit peu ennuyée parce que je n'avais pas demandé la permission, j'avais fait ça en accord avec les femmes des villages. Et je lui dis oui, et ça a beaucoup de succès, j'aurais peut-être dû vous en parler avant et tout. Il me dit non, vous continuez, de toute façon moi je ne suis au courant de rien. Sinon je dois demander la permission au Mollah et au Mollaoui et ça va être très compliqué. Continuez comme ça. Tout le monde allait au Pakistan pour aider les réfugiés afghans, qui étaient, je vous le rappelle, la plus grosse vague de réfugiés des années 80. Mais très peu de gouvernements s'intéressaient à donner de l'aide humanitaire en Afghanistan. Or, c'était quand même les Afghans qui restaient en Afghanistan qui faisaient la guerre à l'armée soviétique et qui subissaient la guerre.
Les conséquences de l'invasion soviétique furent effroyables. Des centaines de villages ont été rasés. Sur 14 millions d'habitants, il y a eu 1 200 000 morts. Le nombre de blessés est incalculable. 5 millions de civils partis en exil, en Iran, au Pakistan, sont accueillis dans des camps de toile. En 1987, les Afghans constituent la plus forte population déplacée du monde. La puissance prédominante dans cette région était manifestement la Russie soviétique qui, depuis 1917, avait remplacé la Russie tsariste. Ce qui fait qu'en fait, l'Afghanistan, tout en maintenant un neutralisme de fait, à partir de 1955, se glisse déjà dans une mouvance soviétique et, à terme, en 1978, ce sont des militaires afghans formés par les soviétiques qui prendront le pouvoir à Kaboul pour transformer l'Afghanistan en satellite de l'URSS. La population a accueilli le coup d'État de Daoud avec, autant que j'en ai eu le sentiment, avec beaucoup de satisfaction. Non pas que le roi n'était pas aimé, mais les gens avaient le sentiment de progresser. Avec une monarchie, ils avaient l'impression d'être en retard sur l'histoire. Et avec l'avènement de la République, mes élèves venaient me voir en me disant « Monsieur Gilles, aujourd'hui, nous sommes entrés dans la République ». Et ils en étaient fiers. Dans ce pays à 80% rural, les communistes ne font recette que dans les villes et le peuple paysan en armes se soulève. Menacé, le gouvernement communiste appelle les soviétiques à son secours. Le 27 décembre 1979, alors que l'Occident est assoupi entre deux réveillons, un corps expéditionnaire de 110 000 hommes pénètre en Afghanistan. Officiellement, la cause est noble. Les soviétiques viennent au nom du progrès aider les communistes afghans à lutter contre des bandits armés par des impérialistes. Il y a une unanimité entre les Occidentaux et le tiers-monde qui va faire très très mal d'ailleurs à l'Union soviétique, parce que c'est une première dans l'histoire de la guerre froide, pour condamner l'intervention militaire soviétique en Afghanistan, pour deux raisons. Parce que l'Afghanistan est un pays non aligné, pays musulman, c'est la première fois que l'Union soviétique envahit un pays non aligné. Deuxièmement, il y a là une violation d'une règle non écrite de la guerre froide, selon laquelle aucune des deux superpuissances de l'époque n'essaye de sortir de son territoire, tels qu'ils ont été fixés au moment du partage de Yalta. Ориентир 6, дополнительно на ориентир 5. Так, пулеметчик. D'abord, personne ne sait qu'est-ce que sont allés faire les Russes en Afghanistan, il n'y a pas de réponse. Deuxièmement, ils n'ont jamais vraiment mis le paquet, c'est-à-dire pour une armée comme l'armée rouge qui a plus d'1 million de soldats, mettre 150 000 hommes, ça veut dire qu'on ne veut pas vraiment gagner, ni on ne sait pas. Il y a sûrement des réponses, on dit que c'est la sénilité de Brejnev, enfin c'est pas suffisant, donc il y a le lobby militaire, tout ce que vous voulez, mais c'est pas on ne sait pas. Ça fait partie des choses qu'il faudra élucider, mais qui pour le moment, en tout cas, qui ont une importance historique énorme, énorme. Qu'on mesure encore aujourd'hui, le 11 septembre, c'est un sous-produit de l'invasion soviétique en Afghanistan. Massoud avait un jeu très, très subtil et très complexe avec les Russes. On a appris depuis d'ailleurs qu'il avait des sources d'informations au sein même de l'état-major de l'armée rouge. Il avait un service de renseignement extrêmement organisé et il faisait une tactique classique. Quand il était en position de faiblesse, il négociait une trêve et quand il reprenait des forces, il attaquait. Ce qui lui a été beaucoup reproché d'ailleurs par beaucoup d'autres chefs de la résistance qui ne comprenaient pas. Il avait une stratégie à long terme. Il était le seul, vraisemblablement, à en avoir une d'ailleurs. Il a toujours eu des gens qui ont décrié son action en cherchant à le minimiser.
Oh, mais Massoud, c'est le Panjshir, c'est une toute petite vallée, le Panjshir, c'est pas important. Et puis Massoud, à un moment donné, il a fait une trêve avec les Soviétiques. Oh, c'est louche, ça. La trêve que Andropov, du côté de l'URSS, cherche à négocier avec Massoud est la véritable reconnaissance par les Soviétiques que leur entreprise a déjà échoué. C'est l'échec des communistes militaires afghans à occuper leur propre pays pour l'URSS entre 1978 et la fin de 1979 qui contraint, selon l'esprit de Brejnev, une intervention soviétique qui rappelle étrangement, faut-il le dire, l'intervention américaine actuelle, c'est-à-dire gagner du temps pour permettre la reconstitution d'un parti, d'un gouvernement et d'une armée communiste en Afghanistan pour auto-occuper le pays. Or, Massoud, parmi les principaux chefs de guerre insurgés contre les soviétiques, met en échec cette stratégie et les soviétiques se trouvent, en fait pour la première fois depuis 1945, pour ne pas remonter plus haut, face à un pays qui se dérobe à leur emprise par son autodésintégration politique et militaire interne. Massoud, lui, grâce à son commandement de la vallée qui débouche directement sur l'axe stratégique entre l'URSS et Kaboul, menace les communications soviétiques, mais rien qu'en reconnaissant la force de résistance de Massoud, c'est déjà le légitimer, c'est déjà reconnaître que l'intervention de 1979 tombe dans l'échec. L'armée soviétique et l'armée afghane, très diminuées par des désertions massives, ne contrôlent que 10% du territoire afghan. Dans ce pays de pauvreté guerrière et au relief inaccessible pour les divisions blindées, les nombreuses vallées résistent. Celle du Panjshir est particulièrement stratégique, car elle relie l'Union soviétique à Kaboul. Massoud organise continuellement des embuscades redoutables contre les convois militaires. L'ex-structure de la vallée, c'est les montagnes et les rivières. Pour nous, c'est très bien. Et pour l'ennemi, c'est très mauvais. On voit très bien combien, depuis Alexandre le Grand jusqu'à maintenant, tous les envahisseurs qui ont essayé d'occuper Afghanistan, d'envahir Afghanistan, quelque part, ils ont perdu dans ces montagnes, dans ces vallées. C'est imprenable. Tenir une position géographique précise comme une forteresse, ça paraissait impensable face à l'armée rouge. Donc il avait une tactique, on l'a vu d'ailleurs quand on est arrivé en 84, consistant à évacuer la vallée grâce à son extraordinaire capacité de renseignement. Il savait avant les dates des attaques, il évacuait la vallée, ensuite il refermait un piège sur l'armée rouge à qui il a fait avoir énormément de pertes. C'était pas une guerre en dentelle. Nous, on a vu en 84 des centaines de blindés soviétiques calcinés dans le torrent, sur la route. Ils avaient été pris dans un piège par une armée de va-nu-pieds. Alors comment rien ne peut expliquer ça que cette anecdote formidable que raconte un général russe. Si nous sommes vaincus en Afghanistan, c'est parce que les Afghans ne sont pas ponctuels. Les Soviétiques étaient là, ils les attendaient, rien ne se passait. Et puis d'un seul coup, paf, un matin, à l'aube, juste après l'appel à la prière, il attaquait.
Ça reprenait tout le monde. Donc, ce n'était pas... je ne crois pas que ça soit stratégique. Hein. C'était juste parce que quand on attaque aujourd'hui, demain, après-demain, aucune importance. Les Moudjahidines, à mon avis, je les imagine très très bien. De l'autre côté, tu dis, bon, on va aller aujourd'hui, c'est trop tard, on va l'attaquer demain ou après-demain. Donc, parce que c'est un peuple qui ne vit pas hein, dans le temps. C'est un peuple qui vit le temps. Il y a un proverbe magnifique qui dit qu'un Afghan était pressé de se venger. Il a mis 100 ans. Ça a été un bourbier, ça a été négatif pour la Russie. Ils se sont fait piéger parce que dans un premier temps, ils ont envoyé des Russes musulmans. Il y a des Tchétchènes, des gens du Turkestan, dans toute la République aujourd'hui autonome, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizie, etc. Et il y a eu beaucoup de cas de défection, de mutinerie ou de passage parce que la solidarité musulmane a pris le dessus. Et ça a beaucoup inquiété l'état-major de l'armée rouge qui a, à partir de 84-85, décidé d'envoyer des petits blancs du Nord. Et ça a été le commencement de la fin. À partir du moment où vous avez des fils de professeurs et des fils de médecins qui vont se faire tuer là-bas et quand on renvoie leur corps, on dit vous n'avez pas le droit d'en parler autour de vous, c'est interdit et voilà. Ça a déclenché une opinion publique, des rumeurs terribles qui ont été meurtrières pour le régime soviétique. C'est à partir de 85 que l'Occident rentre véritablement dans le jeu. Il fournit aux maquisards armes et munitions. Et dans cet arsenal, une merveille d'efficacité, le missile Stinger. Le vote du Congrès américain autorisant le don des Stinger auprès de la résistance afghane, qui n'a pas du tout profité à Massoud, parce que Massoud était blacklisté, boycotté par l'armée pakistanaise qui distribuait les armes américaines et qui ne lui en donnaient pas. Donc les Stinger qu'avait Massoud lui étaient rétrocédés par d'autres chefs de la résistance. Mais psychologiquement, ça a été la fin de la guerre aérienne puisque les pilotes soviétiques ne voulaient plus prendre de risques, donc larguaient leurs bombes et rentraient à la base. Et donc à partir de ce moment-là, la guerre est vraiment venue une guerre de terrain. Et là, la supériorité de Massoud a été évidente. Il a commencé à attaquer des villes, à chasser l'armée afghane et même l'armée soviétique dans des espaces significatifs. Massoud et ses commandants ont préparé l'attaque avec soin. Des groupes venus de plusieurs provinces du Nord vont y participer. La caméra est tenue par un moudjahid. Il s'appelle Kabir Ahmad. C'est la première fois qu'il filme. Ce sera aussi la dernière. Il va mourir, touché par un éclat de mortier. Le 15 février 1989, les troupes soviétiques quittent l'Afghanistan. On est dans le début des années 90. Les Russes, ils étaient mis à l'échec. Ils ont encore cette, comment dirais-je, la rage de cet échec qui a engendré l'effondrement de toute l'Union soviétique. Ils le savent que les murs de Berlin est tombé parce que les Afghans, ils ont poussé. Le harcèlement des Afghans par rapport à l'armée soviétique, ça a contribué, entre autres,
a saigné en quelque sorte le système soviétique. Il n'y a pas que ça, il ne faut pas oublier Valéza, Jean-Paul II, les comités Helsinki, Sakharov, Gorbatchev lui-même, qui a eu le courage immense de décider de ne jamais employer la force pour maintenir les régimes communistes en Europe de l'Est. Et c'est ce retrait soviétique qui va non pas tant faire tomber l'URSS, ça y contribue naturellement, mais c'est relativement secondaire par rapport aux problèmes internes, économiques, politiques, etc. De l'Union soviétique, mais qui va contribuer à forger Al-Qaïda et à forger ce grand mythe qui va organiser les mouvances djihadistes à travers le monde, selon lequel, encore une fois, après avoir abattu une superpuissance, la vraie foi va abattre l'autre. Et donc, ce retrait, c'est un moment décisif, mais décisif, pour ce qui est des relations internationales, en ce sens qu'il façonne Al-Qaïda. بعد از جنگ برخلاف از اینکه تبلیغات است که شاید افغانستان و لبنان دیگه تبدیل شود، ما به این معتقد هستم که مردم ما این فکر داره که نباید در بین خود بجنگن و از طرف دیگه خود اسلام این اجازه را نمیده که مردمی که در برابر دیگه قرار بگیرن و سلاح بکشن. میگه در آینده اگر جنگ علیه قوای روسی یا علیه رژیم سقوط بکنه و بره، دیگه به یقین که در آینده مردم طرف وحدت میرن تا طرف چند پارچگی. D'un côté, les Pakistanais, à qui les Américains avaient laissé les mains libres après le retrait des Soviétiques, étaient déterminés à empêcher le rétablissement en Afghanistan d'un État véritablement indépendant. Les Pakistanais préféraient un Afghanistan qui soit réduit de manière permanente à l'état de protectorat tribalisé, déchiqueté entre rivalités internes, sectaires ou ethniques, avec la religion servant de camouflage à un état de guerre civile endémique constant. Le Pakistan, constante de sa politique étrangère, veut pouvoir, au minimum, peser, si possible, contrôler l'Afghanistan, afin d'opposer un bloc musulman le plus large possible à l'immense Inde. Donc les Pakistanais ont poussé ce côté dit islamique sunnite pour diviser, affaiblir, neutraliser le nationalisme afghan. En 1992, quand les Moudjahidines ont pris le pouvoir, donc là, il y a eu une guerre civile à Kaboul qui a été atroce et qui a laissé des dégâts épouvantables. La ville a été à moitié détruite, mais quand je dis à moitié détruite, c'est vraiment à moitié détruite, c'est pas une image. Il avait d'un côté une coalition des forces de Moudjahidines qui ont demandé à Massoud en 1992 d'aller défendre Kaboul contre une seule faction de l'époque, qui était la faction de M. Hekmatyar. Que Hekmatyar cherchait à prendre tout le pouvoir à lui-même et à établir une sorte de dictature au détriment de toutes les autres forces modérées ou non modérées de la résistance. Donc Massoud avait ce mandat-là d'aller défendre Kaboul. Mais une fois qu'il était dans le Kaboul, je dirais qu'il n'a pas eu une nuit de tranquille. Que ce soit par des offensives, que ce soit par des attentats, que ce soit par toutes les difficultés de mettre en place un gouvernement, que ce soit par ses propres alliés, que ce soit par ses ennemis, adversaires, ou par ses voisins, surtout le Pakistan, même d'une manière l'Iran et d'autres pays plus lointains. Personne ne l'a aidé.
Massoud étant que ministre de la Défense. Donc on va se mettre d'accord sur un premier président qui va être Moudjahidini, puis le professeur Burhanuddin Rabbani, pour essayer de rassembler l'ensemble des ethnies. Très vite, eh bien, on va retrouver les différents clivages, la volonté indirectement du Pakistan de soutenir et de mettre au pouvoir les Pashtuns à Kaboul, donc va soutenir en tout cas Gulbuni Hekmatyar et tous les mouvements Pashtuns. Hekmatyar, c'est d'abord un agent d'Hekmatyar, c'est un homme qui a un énorme appétit de pouvoir, qui a une culture que je qualifierais de léniniste, au sens le parti, la discipline absolue, etc. Et qui était très très proche des Pakistanais, bien sûr. Quand je vous parlais des armes, Hekmatyar était surdoté en armes dont il ne se servait pas, parce qu'il n'a jamais fait la guerre aux Russes. Il attendait que les Russes soient partis pour commencer sa guerre à lui, pour la prise du pouvoir. Ce qui s'est passé, c'est que ce qui a surpris tout le monde, c'est que Hekmatyar n'était pas bon, et qu'il a laissé Massoud arriver à Kaboul et occuper l'espace. Alors que les Pakistanais pensaient qu'une fois les Russes partis, Hekmatyar prendrait la suite et qu'on aurait un protectorat pakistanais. D'où la guerre civile alimentée par les Pakistanais qui ne supportaient pas que ce soit des Tadjiks, des Rabbani, Massoud, qui soient à Kaboul et pas leur représentant officiel qui était Hekmatyar. Aujourd'hui, Hekmatyar est allié officiel des talibans et de Al-Qaïda. Hein. Il est toujours là. Il apparaît même dans les gens avec qui il faut négocier le futur Afghanistan. Donc c'est quelqu'un de, en tout cas, de coriace et de très politique. Massoud avait fini par repousser Hekmatyar, que les Pakistanais laissèrent tomber au profit des talibans. En 1995, les hommes de Massoud tiraient sur les quartiers ouest de Kaboul, où ces talibans tentaient de progresser. Massoud n'avait pas su prendre le pouvoir. Il ne mettrait pas fin à la guerre. Prisonnier d'elle, il allait être dépassé par les jeux politiques des uns et des autres. Il a beaucoup souffert. Je dirais qu'avant l'arrivée dans Kaboul, ses cheveux n'étaient pas encore blancs et qu'un an après, ses cheveux ont commencé à blanchir dans Kaboul, dans la capitale, alors qu'il était... Normalement, il devait se reposer un peu. Et finalement, il était dépassé par des événements tragiques de la guerre. Le Pakistan constate que les Pashtuns, en tout cas au travers de Gulbuni Hekmatyar, des différents mouvements de Khalès et tout ça, ne vont pas pouvoir garder le pouvoir à Kaboul, eh bien vont commencer à soutenir un mouvement qui est absolument inconnu, qui est le mouvement des talibans, qui est ce qu'on appelle les étudiants en religion, les étudiants principalement, beaucoup d'étudiants afghans qui avaient étudié, donc qui connaissaient à peine d'ailleurs même leur pays. Quand les talibans sont arrivés, Massoud a imaginé quelques instants qu'il pourrait peut-être s'allier avec les talibans. Mais les talibans n'étaient pas du tout du genre à faire des alliances, surtout que les talibans étaient quand même dirigés par les Pakistanais et que les Pakistanais n'avaient pas de sympathie pour Massoud. Donc cette perspective-là ne s'est pas concrétisée et Massoud s'est trouvé dans une position de résistance à nouveau aux talibans et ça a été le seul vrai résistant à cette époque-là. و پاکستان و باقی کشورهای دیگه که در رقبش هستن به این نتیجه برسن که دیگه جنگ راه حل در افغانستان است. با جنگ نمیتونن هیچ چیزی را حل بکنن. و به این ترتیب زمینه از این مساعد شده که جلوی جنگ و خونریزی در افغانستان گرفته شد. چند نکته مثبت است. اول یک افکار مردم کلاً آماده است. Le commandant Massoud, qui n'était jamais venu en Europe, a accepté de venir au Parlement européen. Il est arrivé très, très simplement. Bon, je dois dire que j'ai marqué le coup quand même. J'ai été l'accueillir aux portes du Parlement européen.
Mon protocole était furieux. On dit, mais ça ne se fait jamais, il n'y a que les chefs d'État et de gouvernement que vous accueillez aux portes du Parlement. Vous devez attendre le commandant Massoud dans un petit salon, etc. J'ai dit, non, j'irai accueillir le commandant Massoud aux portes du Parlement. Avant de partir, je me souviens, ça j'oublierai, ça a été sa dernière phrase, il m'a dit, au revoir Madame la Présidente, rendez-vous dans Kaboul libéré. Et j'ai toujours gardé l'idée que si le drame du 9 septembre ne s'était pas produit, je pense que l'avenir de l'Afghanistan avec Massoud aurait été certainement bien meilleur. And one of these examples would be that at time when President Karzai when late Ahmad Shah Massoud visited France in 2001, and he was supposed to be received by President Chirac. Somebody which was French diplomatic representative reported that if that happens, then the life of the French humanitarian personnel will be endangered, and that was perhaps a missed opportunity, because the problems continued in Afghanistan afterwards, and a meeting of such level and scale might have helped preventing some of the things and problems that we faced and you faced later on. Et évidemment que dans la préparation de l'attentat des Twin Towers, Ben Laden et ses commandants avaient parfaitement envisagé la possibilité d'une riposte américaine qui irait jusqu'à l'invasion de l'Afghanistan si les talibans refusaient d'extrader Ben Laden, comme l'avaient demandé, à juste titre, très légitimement, les États-Unis. Dans cette hypothèse-là, il ne fallait pas que Massoud soit en vie. Il fallait que Massoud soit éliminé. Parce qu'autrement, il y avait un dirigeant d'envergure nationale qui, premièrement, pouvait faire pression sur les talibans en disant expulser ce fou dingue qui menace le pays d'une invasion étrangère. Vous ne le faites pas, je prends en main l'intérêt national. Osama bin Laden که امروز کار میکنه این کسی است که قبلا تربیت شده توسط خود امریکایی. Ils ne peuvent pas nier ça. Le Conseil de sécurité aurait évidemment pu s'appuyer sur Massoud pour reconstruire le pays et non pas s'enfoncer dans le bourbier actuel. Et donc l'assassinat de Massoud, qui précède de presque rien l'attentat des Twin Towers, avait été formidablement bien pensé politiquement parlant. Le commandant Massoud a été assassiné le 9 septembre 2001. Christophe de Ponfilly est décédé le 16 mai 2006.